Monsieur le Président, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Madame la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Paris, Mesdames et Messieurs les chefs de cour, chefs de juridiction, directeurs, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs, c'est avec toujours le même enthousiasme que je m'exprime devant vous cette année encore, devant votre Assemblée générale en ce début d'année. Et qu'il me soit permis, car je suis encore dans les délais, de vous présenter à toutes et à tous une excellente année 2022. J'avais souhaité que 2021 soit l'année du rebond, je pense qu'elle le fut, et je formule donc le vœu que nos projets communs et le rétablissement d'une justice plus accessible et plus humaine soient au rendez-vous de nos ambitions et de notre réalité. Je tiens ensuite, évidemment, à vous adresser, Monsieur le Président, toutes mes plus vives félicitations, puisque vous venez tout récemment d'être élu. Je connais bien sûr votre engagement et je ne doute pas que nos relations seront aussi constructives qu'elles ont pu l'être ces dernières années grâce à vous, ma chère Hélène. Je veux à votre tour vous féliciter pour le travail que vous avez accompli pendant votre mandature dans un contexte difficile. Vous n'avez jamais ménagé vos efforts pour œuvrer tant pour le bien de la profession que pour l'intérêt du justiciable. Soyez-en ici et à cet instant chaleureusement remerciés. Monsieur le Président, vous avez entamé votre discours en soulignant l'importance d'une meilleure confiance dans la justice et je ne peux évidemment que souscrire à cette idée selon laquelle nous devons, coûte que coûte, rétablir ce lien de confiance entre nos concitoyens et l'institution judiciaire. C'est ce à quoi je m'attelle sans répit depuis mon arrivée à la Chancellerie. Pour cela, le préalable de mon action a été de négocier, puis d'obtenir du Parlement une augmentation significative et historique du budget de la justice. Plus 8% en 2021, augmentation qui s'est reproduite dans les mêmes termes chiffrés en 2022, et c'est au total une augmentation de plus de 30% sur l'ensemble de ce quinquennat, dont 18% affectés au service judiciaire. Pour regarder un budget, il faut aussi se souvenir. Et puis il faut aussi envisager. Se souvenir que certains budgets étaient en augmentation de 1%, dévorés par l'inflation. Envisager, ça signifie que, bien sûr, un effort particulier doit être consacré dans les années à venir au budget de la justice. À ce titre, d'ailleurs, je veux vous dire que notre budget a connu une augmentation qui, en pourcentage, la place au premier rang des ministères régaliens. J'évoque bien sûr, et vous le savez, les armées et le ministère de l'Intérieur. Alors j'entends vos remarques, Monsieur le Président, sur les faits que ces augmentations ne seraient pas suffisantes. Mais permettez-moi à mon tour de vous faire remarquer que ce gouvernement a hérité de 20 ans d'abandon. Abandon humain, abandon politique, abandon budgétaire. Et ce sont
les conséquences des incuries des dernières décennies qu'il faut réparer. Ce que nous avons continué à faire, ce que nous avons commencé à faire. Grâce à ces budgets, ce sont, et on va s'arrêter, pardonnez-moi, je sais que c'est toujours infiniment fastidieux sur quelques chiffres, mais il faut parfois remettre les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village. 698 magistrats ont été embauchés sous ce quinquennat. 850 greffiers, 2000 contractuels, et les chefs de cour qui sont ici, et les chefs de juridiction qui sont ici, ont tous dit que ces apports avaient été des apports extrêmement importants dans le fonctionnement quotidien des juridictions. Je veux également vous dire que 2022 sera pour l'École nationale de la magistrature une année historique en ce que l'École nationale de la magistrature va connaître la plus grande promotion depuis sa création. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il faut regarder ce que nous avons fait. Bien sûr, on aurait pu faire mieux, mais il faut regarder ce qui a été fait avant. 698 magistrats embauchés sous ce quinquennat, 27 sous le quinquennat de François Hollande et moins 142 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Les magistrats qui partaient à la retraite n'étaient pas remplacés. Grâce à ce budget, nous avons mis en place la justice de proximité. Au pénal, ça s'est traduit par une augmentation significative du nombre de délégués de procureurs. Leur nombre a été doublé. Ils rendent des décisions lors des audiences foraines, au plus près de nos concitoyens. Dans les points justice, ils sont aujourd'hui 2000, ou dans les tribunaux de proximité. Et parfois même dans des lieux de justice qui ont été fermés lors de la réforme de la carte judiciaire de 2008, que vous avez évoquée tout à l'heure, Monsieur le Président, et que nous avons réouvert. Je pense par exemple à Gien ou à Mauriac. Je pense également à des audiences foraines, à Villeneuve-sur-Lot, à Cholet, dans tant d'autres villes. 200 juridictions avaient été fermées, nous avons réouvert des juridictions, nous avons mis en place de la justice de proximité au sens le plus beau et le plus noble du terme dans des audiences foraines. Nous avons commencé à réduire les stocks en matière civile. Sur cette question des stocks, je vais vous donner les chiffres. J'entends votre frémissement et là encore, je sais, mais vous avez un sens aigu du contradictoire, vous êtes avocat, je vais vous donner les chiffres, je vais développer un instant et je vais vous dire 2 mots sur les stocks. J'ai demandé, parce que je n'ai pas peur d'affronter la réalité, à l'Inspection générale de la justice, un rapport sur les stocks. En première instance, un tiers des stocks, c'est à cause du manque de moyens. J'ai dit qu'il y avait encore des efforts à faire. En appel, le manque de moyens, c'est 10% des stocks. Implicitement, mais nécessairement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en première instance, 2 tiers des stocks sont dus à d'autres causes et qu'en appel, 2 tiers des stocks, c'est dû en réalité 90% des stocks, pardonnez-moi, c'est dû à d'autres causes que les moyens. Alors, on fait un effort considérable pour travailler sur cette question. Dans les États généraux, j'ai demandé aux chefs de juridiction, aux chefs de cour, de penser en termes de répartition, de clés de travail. Nos services y travaillent tous les jours. Vous êtes invités, bien sûr, notamment dans le cadre des États généraux, à y venir
vous aussi. C'est un travail, pardonnez-moi, que nous voulons assumer complètement. Je redis ce qui est dû au manque de moyens et je vous indique qu'il y a d'autres causes, il faut les analyser, il faut les regarder. Sur le nombre de magistrats, par exemple, je veux vous indiquer que c'est extrêmement difficile de savoir précisément combien il en manque. Et 2 secondes qu'il me soit permis de vous dire que j'ai activé, dès mon arrivée à la chancellerie, un outil permettant de savoir précisément combien notre pays manquait de magistrats. Il faut, dit la Cour des comptes, 3 ans et demi pour que cet outil soit efficient et efficace. Il faut 4 ans, disent les Allemands, que l'on regarde toujours à titre de comparaison, 4 ans pour que cet outil fonctionne. J'ai activé les choses pour que nous ayons de vrais chiffres en la matière. Et j'ai dit, et pas qu'une fois, que naturellement cela serait pris en considération. J'en veux pour preuve la prochaine promotion de l'École nationale de la magistrature, et j'en veux pour preuve, naturellement, cette volonté que nous avons en commun de donner à ce pays le nombre de magistrats et de greffiers qu'il mérite. Mais voyez-vous, sur la réduction des stocks, je veux vous donner quelques illustrations très précises. À Fort-de-France, par exemple, la juridiction a pu résorber totalement, en 2 ans, le stock de 615 convocations de tutelle en retard, via la création d'une audience supplémentaire, notamment alimentée grâce à l'aide des juristes assistants, des assistants de justice et des renforts de greffe que nous avons envoyés. À Sarreguemines, je vous donne un autre exemple, le stock des affaires familiales est passé de 615 dossiers à 282 en moins de 6 mois. Voilà quelques exemples concrets qui nous font espérer, bien sûr, des jours meilleurs pour la justice de notre pays. Et je veux dire sur cette question que j'ai demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny de présider un groupe de travail. Les bâtonniers sont venus dans ce groupe de travail. 47 propositions très techniques sont ressorties de ce travail sérieux et méritent, petit à petit, bien sûr, d'être mises en cause, d'être mises en œuvre, pardonnez-moi. Voilà tous les efforts que nous faisons. Et si nous additionnons les choses, ce que je veux vous dire ici, sans rougir, c'est que nous avons bien sûr pris un certain nombre de mesures. Magistrats embauchés, greffiers embauchés, personnel supplémentaire, le travail du président du tribunal judiciaire, le travail que je demande de réflexion que je demande aux conférences, aux chefs de juridiction, les travaux conduits ici par la direction des services judiciaires, par tous les services de la chancellerie, les propositions que vous ferez et le groupe de travail consacré dans les États généraux exclusivement ou pratiquement exclusivement à cette question. Alors bien sûr, je le dis, les efforts restent à faire et je vais vous dire que vous pouvez compter sur moi pour être à la tâche jusqu'au bout. Les États généraux sont une opportunité inédite et une chance pour notre justice de se réformer en profondeur. Les avocats permettent la défense des principes fondamentaux de notre État de droit. Ils forment l'assise de la maison justice, sans laquelle il n'y a pas de droit de la défense et pas de procès équitable. Et c'est parce que votre rôle est absolument essentiel dans notre démocratie que j'ai souhaité faire en sorte que s'améliore la situation économique de beaucoup de vos confrères. J'ai donc, dans un premier temps, considérablement augmenté le budget de l'aide juridictionnelle. C'est une réalité qui est incontestable. Nous avons augmenté les crédits de plus de 28% en 2 ans. Et nous sommes parvenus au niveau des recommandations préconisées par le groupe de travail dit groupe Perben, du nom de celui qui en assurait la direction. C'était un groupe, je tiens à le rappeler ici, composé de beaucoup de magistrats qui avaient fait valoir des choses extrêmement vraies, extrêmement fortes et extrêmement inquiétantes sur la paupérisation de votre profession. Plus de 28% en 2 ans seulement, afin de pouvoir financer les 2 revalorisations de l'aide juridictionnelle, portant à ce stade la valeur de l'unité de 32 à 36 €. Cette hausse du budget consacré à l'aide juridictionnelle s'est traduite également par des revalorisations ciblées et une refonte du barème. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Le nombre d'UV pour une médiation a été triplé.
Celui alloué pour l'assistance d'un prévenu en correctionnel est passé de 8 à 10. Grâce à ces augmentations ciblées, l'intervention de l'avocat est plus justement rémunérée au regard de son travail. La rémunération sera également plus incitative pour certaines procédures. Et outre, mesdames et messieurs, ces considérations d'ordre financier, ces derniers mois ont également vu aboutir de nombreux projets visant à renforcer l'efficacité de l'intervention des avocats à tous les stades des procédures civiles dans un souci constant de dialogue. Tout d'abord, l'extension de l'assignation à date finalisée cet été qui permet aux avocats de connaître dès l'introduction de leur demande la date de la première audience. Cette démarche est totalement dématérialisée depuis le 1er septembre 2021 via l'applicatif e-Barreau. Cette réforme a été rendue possible grâce à des échanges fournis et réguliers entre les barreaux et les juridictions. Ensuite, le décret du 11 octobre 2021 qui prévoit la possibilité d'une exécution forcée de la décision du bâtonnier. Vous l'appeliez de vos vœux depuis très longtemps, nous l'avons fait en matière de contestation des honoraires d'avocat, sans attendre la décision sur l'éventuel recours exercé. Et ce même décret poursuit l'objectif de rendre plus attractive la procédure participative, monopole des avocats, en particulier lorsqu'elle est conclue aux fins de mise en état de l'affaire, en la rendant plus souple et plus efficace. Vous l'appeliez de vos vœux, nous l'avons fait. Pour répondre aux attentes de nos concitoyens et améliorer les conditions de travail de tous ceux qui concourent au service public de la justice, nous avons également accéléré la modernisation de nos juridictions et de la procédure. À cette fin, je suis très fier d'avoir lancé en octobre dernier l'expérimentation de la procédure pénale numérique dont les avocats ont été partie prenante dès son lancement. Cette association étroite s'est poursuivie avec la prise en compte des besoins des avocats en matériel lors du déploiement de cette nouvelle procédure, tablette de consultation de procédure, mais aussi installation d'un réseau Wi-Fi pour les avocats dans les juridictions. Je rappelle qu'en 2017, toutes les juridictions françaises ne disposaient pas du Wi-Fi. Je rappelle que toutes les juridictions de notre pays aujourd'hui disposent du Wi-Fi. Je rappelle que toutes les juridictions de notre pays... Alors, qu'il y ait, pardonnez-moi, j'entends des noms. Alors, que ceux qui me disent non me fassent passer un petit mot et il sera immédiatement transmis au service de la chancellerie. Nous sommes partis, pardonnez-moi, j'ai les chiffres, je les tiens à votre disposition. J'ai les chiffres, je les tiens à votre disposition. Il n'y avait pratiquement pas de fibre optique dans les tribunaux. Elle est aujourd'hui installée. Il n'y avait pas de Wi-Fi dans toutes les juridictions, à part quelques exceptions peut-être dont je n'ai pas connaissance et que vous me signalerez, et on réglera cette question. Et j'ajoute d'ailleurs sur ce point que 100% des magistrats ont été dotés d'ultraportables. Voilà, il faut dire ces choses. Je vous demande, moi, et j'ai toujours dit que je souhaitais être jugé sur ce que j'ai fait, mais je vous demande de regarder ce que j'ai fait, et je vous demande aussi de regarder ce qu'il y avait, et d'avoir sur ces questions de la mémoire. Et naturellement, je le redis, ça ne s'arrête pas à ce que les autres ont fait, ce que j'ai fait, il y a encore, bien sûr, ce qu'il reste à faire. Sur cette question du décret d'octobre 2021, je vous ai dit que nous avions pris des dispositions, et je dis également que pour répondre aux attentes de nos concitoyens et améliorer les conditions de travail, nous avons pris un certain nombre d'engagements. Je suis très fier, je le redis, d'avoir lancé en octobre dernier la procédure pénale numérique et son expérimentation. Vous savez combien de procédures ont été données aux avocats, procédures dématérialisées ? 850 000 à ce jour. Sur un clic. J'ai le souvenir, c'est très 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 loin, hein,
Mais comme Monsieur le Président, vous êtes allé dans les années 80, de la photocopie de la page du dossier qui coûtait à l'époque 2 francs et qu'il fallait attendre 9 mois pour obtenir. Un clic aujourd'hui, déjà 850 000 dossiers dématérialisés. Chaque mois, les avocats, grâce à ce programme, formulent 13 000 demandes dématérialisées auprès de 199 juridictions. Dans la même veine, on a ouvert en octobre dernier la plateforme Tige 360 degrés. C'est un outil extraordinaire. Le travail d'intérêt général, c'est une très, très, très vieille peine. Nous avons connu l'époque où parfois le travail d'intérêt général était une condamnation prononcée sans même que l'on sache s'il y avait un travail d'intérêt général à disposition. Vous vous souvenez tous de ça. Aujourd'hui, cet outil très performant, Tige 360, permet au juge de savoir ce qu'il peut décider et quel est le champ du possible en matière de travail d'intérêt général. Par exemple, quelqu'un qui travaille déjà, il n'est pas question de lui faire perdre son emploi. Donc on va aller vers un Tige qui permet un travail le week-end. Eh bien, vous le savez, depuis quelques mois, les avocats ont accès à cette plateforme, ce qui permet aux avocats de faire un certain nombre de propositions en matière de Tige, ce qui était évidemment impossible autrefois. Notre justice, par ces innovations, entre bien sûr dans l'ère du numérique, qui permet bien évidemment un gain de temps évident et de meilleures conditions de travail pour les professionnels. Et là encore, je sais, et notamment je l'ai entendu dans la tribune des magistrats que vous connaissez tous, qu'un certain nombre de difficultés ne sont pas résolues en matière de numérique. Et nous y travaillons, parce que l'intérêt de tous, et peut-être aussi l'intérêt du ministre, entendez-le, c'est que ces questions soient réglées. Mais pour rétablir la confiance entre les Français et la justice, il faut aussi s'atteler à un certain nombre de réformes de fond. Et c'est tout le sens de la loi Confiance dans l'institution judiciaire que j'ai portée avec plusieurs parlementaires qui sont présents ici, que je veux remercier. Cette loi a été promulguée le 22 décembre dernier. La confiance, elle commence par une discipline sans faille, discipline des professions du droit, de toutes les professions du droit, déontologie exemplaire de ceux qui sont en première ligne avec les justiciables. Cette loi, elle porte donc un certain nombre de dispositions qui visent d'abord à rendre plus lisibles et plus accessibles les règles déontologiques des avocats qui seront rassemblées dans un code de déontologie. Le Conseil national des barreaux est chargé de le préparer et je sais sa détermination pour parvenir à élaborer un texte clair, fluide, accessible à tous, notamment bien sûr aux justiciables auxquels nous devons toujours songer. Ensuite, afin de renforcer le rôle du Conseil de discipline des avocats et mettre fin au reproche de l'entre-soi, qui est le pire reproche, au fond, la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a d'une part fait de ce Conseil une juridiction à part entière qui sera présidée par un magistrat. J'ai souhaité qu'un magistrat vienne aider les avocats sur ces questions de discipline. Non mais c'est une question de procès équitable. Ça n'est pas... Lorsque, avec les avocats qui vous représentent tous, le président Gabaudan s'en souvient, on a évoqué cette question. On m'a dit, mais nous nous autogérons sur le terrain disciplinaire depuis 1200, je ne sais plus combien. J'ai dit, mais écoutez, il y a une question qui se pose, c'est celle du procès équitable. Le procès équitable, c'est quoi? C'est l'image du procès équitable. Il faut qu'on se mette 2 secondes à la place du justiciable qui dit que l'avocat du schmoll s'est mal tenu. Et quand il est confronté au moment où justice doit lui être rendue, il ne voit que des confrères de l'avocat du schmoll. Il pense dans sa tête, à tort, vraisemblablement à tort, ils se connaissent tous, je n'ai aucune chance. Et c'est ça l'image du procès équitable. Ça n'est pas un procès
a priori. Et quand j'ai dit à vos confrères qui étaient en face de moi, dans le cadre des nombreuses discussions très libres que nous avions, mais enfin, plus aucun d'entre vous ne pourra plaider le procès équitable si vous n'acceptez pas l'idée de cet échevinage. Et finalement, je crois qu'à certains égards, nous sommes tombés d'accord. Ça a davantage de sens pour le justiciable si un magistrat, pardonnez-moi, mais vous avez lu le texte, il envisage des situations qui sont différentes. Mais dans ce cas particulier du conflit entre le client et l'avocat, moi j'ai estimé, Mais si. Mais oui. Mais oui. Monsieur le Président, je voudrais vous dire que je ne suis pas surpris. Je connais un peu la profession. Il m'est arrivé d'être disruptif. Mais je veux que vous compreniez, si vous ne l'entendez pas, j'en suis navré, qu'il était important pour l'image de la déontologie, de l'avocat, du notaire, des huissiers, qu'il y ait un magistrat. Ça me semblait essentiel, c'est moi qui l'ai porté, je le revendique, je l'assume. Et je pense avoir convaincu un certain nombre de mes interlocuteurs. L'échevinage dans la composition, ça me semblait important, juridiction disciplinaire d'appel. Et puis, il y a par ailleurs dans mon texte le fait que le Conseil devienne une juridiction à part entière, présidée, oui, par un magistrat. Ça ne me paraît pas anormal. Les magistrats, quand ils évoquent leur déontologie, ils évoquent également la présence de personnalités extérieures. J'entends vos réserves, Monsieur le Président, sur la possibilité donnée aux plaignants de saisir directement la juridiction disciplinaire. Et comme je m'y suis engagé, il y aura une procédure de filtrage. Je la veux évidemment efficace, permettant à la juridiction disciplinaire d'écarter les réclamations manifestement abusives ou mal fondées. Et je sais, bien sûr, toute la valeur du rôle joué par les bâtonniers, non seulement dans le règlement des différends qui opposent des confrères, mais aussi dans l'accompagnement des plus jeunes et dans l'aide et le soutien qu'ils apportent quotidiennement aux membres de leur barreau. La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, loin de réduire le rôle des bâtonniers, le renforce. Vous l'avez rappelé, elle étend la procédure de conciliation par bâtonnier aux différents opposant un avocat en particulier. Le bâtonnier, pardonnez-moi, instruit toutes les réclamations formulées à l'encontre des avocats et peut organiser une conciliation entre les parties, sous réserve évidemment des réclamations abusives, là encore manifestement mal fondées, je l'ai dit il y a un instant. Ces modifications législatives impliquent l'adoption de dispositions réglementaires pour modifier en particulier le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Mes services travaillent actuellement à la rédaction de ces dispositions dans un esprit de dialogue, de concertation qui a guidé tout le processus d'élaboration de la loi. Et je vous remercie chaleureusement pour les propositions de réforme réglementaire qui m'ont d'ores et déjà été transmises et que nous étudions avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. La loi Confiance, c'est aussi l'aboutissement de dispositions civiles qui renforcent l'efficacité de certains actes contresignés par avocat en offrant la possibilité d'une apposition rapide de la formule exécutoire et assure une meilleure évaluation des frais irrépétibles. Ce fameux article 700 prend enfin un véritable sens et vous le verrez dans votre quotidienneté. C'est une évidence. Quant à l'acte contresigné, au fond, on a débloqué la situation. Les avocats souhaitaient seuls
Les notaires disaient non, pas du tout, vous rognez sur nos privilèges d'officiers publics. On a trouvé la solution, on a travaillé, on a discuté, on a trouvé la solution, elle est maintenant mise en place et cette question, me semble-t-il, est définitivement réglée. La loi contient enfin et en grande partie un certain nombre de dispositions liées à la procédure pénale et notamment l'encadrement de l'enquête préliminaire. Ça n'a pas été simple. Il y avait un certain nombre de réticences et cela n'a échappé à personne. Cette loi nouvelle contient également la réforme du secret professionnel de l'avocat sur laquelle j'aimerais évidemment, et vous le comprendrez, m'attarder quelques secondes. Quand j'étais avocat, à de très nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion de dire qu'il n'y avait pas de défense sans secret. J'ai milité lorsque j'ai eu le sentiment que l'on portait une atteinte au secret professionnel de l'avocat. Et j'ai vu avec un plaisir non dissimulé que 93% de nos compatriotes étaient extrêmement attachés au secret professionnel de l'avocat, le mettant au même niveau que le secret professionnel du médecin. J'ai la conviction que ce secret protège d'abord le justiciable et pas l'avocat, comme certains se sont plu à le dire. Je l'ai vu au fil de mes années d'avocature se réduire comme peau de chagrin sous le coup d'une époque qui fait de la transparence une suprême vertu. Et c'est pourquoi j'avais comme priorité en arrivant au ministère, je ne m'en étais pas caché d'ailleurs, de faire cesser ces atteintes au secret, sans lequel, je l'ai dit, il n'y a pas de possibilité de défense. Je me suis donc attelé à cette tâche dans le projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire qui comporte ainsi des dispositions qui procèdent à un renforcement sans précédent de la protection du secret professionnel de la défense. Et désormais, ce secret, ainsi d'ailleurs que le secret du Conseil, sont consacrés dans le Code de procédure pénale. Et je souhaite appeler à nouveau votre attention sur les différentes améliorations suivantes. La relation entre l'avocat et son client est désormais couverte par le secret avant même l'ouverture d'une procédure pénale. Un justiciable vous consulte, eh bien, cette conversation est protégée. C'est une avancée considérable. Ce n'est pas le procureur de la République ou le juge d'instruction qui décidera d'une perquisition dans un cabinet d'avocats, mais le juge des libertés et de la détention. Un recours est ouvert devant le président de la chambre de l'instruction contre la décision du juge des libertés et de la détention s'il valide la saisie contestée. Les documents relatifs à l'exercice du droit de la défense, découverts à l'occasion d'une perquisition réalisée dans un autre lieu que le cabinet d'avocats, ces documents sont désormais protégés exactement comme ceux qui seraient découverts au cabinet de l'avocat. Et à ce titre, cette perquisition sur cette question précise bénéficie des mêmes garanties procédurales. Cheminons encore un instant. Le secret professionnel couvre non seulement les interceptions téléphoniques, mais aussi les données de connexion, les FADET, par exemple, qui devront toutes faire l'objet d'une autorisation par le juge des libertés et de la détention. Ce qui d'ailleurs résonne avec un arrêt récent, une décision récente du Conseil constitutionnel qui souhaite que l'on précise le champ sur lequel on pourra désormais réclamer des FADET. Car le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, estime que cela peut avoir un impact avec la vie privée et sa protection. Enfin, une motivation renforcée est exigée pour perquisitionner lorsque l'avocat est mis en cause.
Par ailleurs, bien sûr, j'ai entendu les interrogations sur les modalités de prise en charge des frais de déplacement. C'est un autre sujet pour assister des personnes gardées à vue. La rétribution de 300 € actuelle vise à prendre en compte ces frais de déplacement. J'ajoute qu'elle peut être majorée par décision des barreaux grâce à des conventions signées, vous le savez, Monsieur le Président, localement. Je sais également que l'accès à un avocat sur le territoire de Wallis-et-Futuna est une source de préoccupation majeure pour la conférence des bâtonniers. Elle l'est également pour la chancellerie. Nous sommes en train d'apporter des réponses adaptées à la situation locale. Les avocats du barreau de Nouméa qui interviennent sur Wallis-et-Futuna pourront obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement et le développement de la visioconférence est en cours de déploiement. Il faut régler cette question. Il manque à Wallis-et-Futuna de cabinet d'avocats et c'est comme ça. Mais si l'un d'entre vous envisage d'ouvrir un cabinet à Wallis-et-Futuna ou un secondaire, je peux vous assurer qu'il sera aidé par la chancellerie. Plus sérieusement, vous m'interrogez également sur les conséquences d'une récente décision de la Cour de cassation qui concerne la délivrance d'un permis de visite aux collaborateurs d'un avocat désigné par son client. Je pense qu'il est indispensable que les collaborateurs d'un même cabinet puissent bénéficier du même permis que celui dont bénéficie son patron. J'imagine les complexités. Bonjour maître, bonjour, je souhaiterais interjeter appel au bénéfice de monsieur Untel, mais vous n'êtes pas son avocat. Non, mais je suis le collaborateur de son avocat. Ah oui, mais il ne vous a pas désigné. Merci, au revoir. Première difficulté. Deuxième difficulté, aller en prison. Troisième difficulté, quand bien même vous demandez au client qui parmi les collaborateurs il souhaite désigner, comme parfois il ne les connaît pas, enfin on arrive là dans quelque chose de complexe. Moi je veux des choses fluides, simples, proches, pas des choses qui sont infiniment compliquées. J'ai lu ce que vous me disiez, j'ai lu ça avec beaucoup d'attention. Et je peux vous dire et je peux vous annoncer qu'un décret sera prochainement publié afin que l'avocat désigné sollicitant un permis pourra demander que ce permis soit également établi au nom de l'ensemble de ses collaborateurs sans autre forme de procès. L'autre question, puisque je suis sollicité, la question de l'arrêt du 13 janvier que vous avez évoqué et les suites qu'il convient d'envisager. Alors, la réponse, c'est soit en termes d'informatique, vous le savez, soit en termes de modification du code de procédure civile. Je veux dire à l'ensemble de l'auditoire que dans les jours qui viennent, des réunions sont prévues entre les représentants du barreau et les services de la chancellerie, mais que nous avons une volonté réelle, évidemment, de régler cette question. Et je pense que vous aurez connaissance des solutions qui se sont dégagées et que nous avons trouvées, je l'espère, le plus rapidement possible. Mesdames et messieurs, je veux enfin vous dire, avant de me taire, ces états généraux de la justice ont été demandés par les deux plus hauts magistrats de ce pays, vous le savez. Le comité des États généraux est présidé par un magistrat du Conseil d'État, vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, qui est un homme dont on connaît tous la grande qualité intellectuelle et l'indépendance. Vos représentants, certains de vos représentants sont dans ce comité.
J'entends très souvent les avocats me dire dans les déplacements que je fais au sein des juridictions, j'entends les magistrats me dire la même chose, évidemment. C'est quand même bien compliqué tout ça. Il y a de plus en plus de règles, il y a une espèce d'inflation législative. Je vais vous dire un petit mot là-dessus. Il y a des règles que, quand on est à ma place, on ne regrette pas d'avoir portées, et des textes qu'on ne regrette pas d'avoir portés. J'ai évoqué la loi confiance dans la justice, vous évoquez le code de justice pénale des mineurs. Enfin, vous comprenez que quand après 15 ans de discussion, on arrive enfin à faire voter un texte qui permet de juger des mineurs délinquants en quelques mois, alors qu'auparavant, sous le régime antérieur, le mineur, une fois sur deux, était jugé quand il était majeur. On se dit qu'on n'a pas perdu notre temps. Quand après l'affaire, les révélations dans l'affaire Kouchner, on prend un certain nombre de dispositions. Quand on dit que désormais la consommation d'une jeune prostituée mineure sera criminalisée, on ne perd pas de temps non plus. Mais ce sont des réformes supplémentaires, il convient de les appréhender. C'est pourquoi, quand le président de la République m'a demandé de mettre en place les états généraux de la justice, on a fait des groupes de travail, civils notamment, c'est là-dessus que je vais m'arrêter une seconde, simplification de la procédure civile, simplification de la procédure pénale. Simplification de la procédure pénale, j'ai confié ce groupe de travail à des professionnels, bien sûr. Les avocats sont représentés, mais pas que les avocats. Ce groupe de travail est présidé par Madame Lequéot, procureure générale près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. S'agissant de la simplification de la procédure civile, il y a aussi, là encore, évidemment, des avocats. Et le but de ces états généraux, c'est de simplifier. Oui, de simplifier. Je n'ignore pas, parce que je rencontre bien sûr régulièrement les avocats, comme je rencontre les chefs de cour, les chefs de juridiction, les magistrats de terrain, les greffiers. Je n'ignore pas que la procédure civile est d'une certaine pesanteur. Et c'est l'occasion ou jamais d'obtenir quelque chose de plus léger, de plus fluide, avec une traduction très claire. C'est une justice rendue plus rapidement pour l'ensemble de nos compatriotes. C'est ce vers quoi nous tendons, bien sûr. Donc je voulais vous dire ça, parce que ces états généraux ont été décriés. D'aucuns ont dit c'est un coup de com'. Ben, vous savez, on ne fait pas un coup de com' avec M. Sauvé, qui préside les états généraux de la justice. On ne fait pas un coup de com' avec Jérôme Gavaudan. On ne fait pas un coup de com' avec les deux plus hauts magistrats de ce pays, avec les universitaires qui composent cela. Coup de com', bon, c'est une formule. Mais en réalité, ça va donner lieu à un certain nombre de propositions. Et ces propositions, bien sûr, intéressent au premier chef les avocats. Je voulais vous dire ça. Il y a parfois des choses qu'il convient de préciser. Alors je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, mon indéfectible attachement à cette profession d'avocat que j'ai tant aimé exercer. Je connais ses ressources, je connais ses capacités d'adaptation, enfin je connais tout. Ses qualités immenses, ses tout petits défauts. J'ai confiance en elle pour l'avenir. Vous pouvez compter sur moi pour toujours défendre cette profession. Je vous remercie, mesdames et messieurs.